Alors, j'ai intitulé ma conclusion « De l'homme sans qualité au travail sans qualité ». Une remise en perspective de la signification anthropologique et politique du chômage. C'est un peu ce que j'ai cru entendre. Le terme chômage est issu du grec kauma, K-A-U-M-A, forte chaleur, chaleur accablante. Il désigne aussi l'empêchement de travailler lié à cette température élevée qui, dans les sociétés anciennes, contraignait un temps les paysans à la cessation de toute activité. Partant de là, afin de dérouler le fil rouge des 2 journées que nous venons de passer ensemble, j'ai opté pour une voie sans doute risquée d'une tentative de mise en récit de ce que j'ai cru entendre derrière ce qui a été dit. Je vous propose ainsi de commencer par une brève remontée du temps qui nous emmène en Kakani, K-A-K-A-N-I, l'Autriche du début du XXe siècle, pays de l'homme sans qualité dont parle l'écrivain Robert Musil, 1880-1942, ingénieur de formation dans son roman éponyme « L'homme sans qualité », 1930 et 1933. Cet homme sans qualité, dont le prototype est la figure de l'ingénieur, est réduit et se laisse réduire à la théorie de lui-même. Son maniement des idéalités abstraites lui fait préférer, concernant la vie de la cité, ce qu'un contemporain de Musil, l'écrivain et philosophe espagnol Ortega y Gasset, appellera les politiques d'idées à l'attention prêtée au vécu concret de chacune et de chacun. Ce goût pour l'abstraction a préfiguré l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, colosse aux pieds d'argile, comme un quart de siècle plus tard, la plongée de l'Europe entière dans une nouvelle guerre préfigurée par le processus de mécanisation de la vie, selon la formule de Gramsci, mécanisation engagée à l'ère industrielle. De la Kakani, je passe à présent à la Comélie de Kauma. Notre monde à nous, où l'activité empêchée a cessé de revêtir un caractère conjoncturel, comme autrefois celle des paysans accablés de chaleur, pour devenir d'ordre structurel. La comélie, et nous sommes tous coméliens, est le pays du travail sans qualité, où la passivité contrainte rivalise avec l'activité, au fond indiscernable du chômage. On l'a bien vu. L'activité ne cesse d'y être mise en chômage, au cœur du travail lui-même. Et le chômage ne cesse d'être hanté par l'activité assujettie au régime de la vie intensive et accélérée, au même titre que l'emploi occupé. À la Kakani, qui magnifie l'apport de l'organisation scientifique du travail et euphémise les effets physiques et psychiques de l'aliénation qui en découle, opposés à l'expression de la créativité, que d'autres, comme Ochanine et Casamian, appelleront l'opérativité, des travailleurs succède un régime d'accablement, contrariant cette affirmation de la vie de façon tout aussi radicale, en instituant ce qui relevait de l'exception. Ce régime est celui de l'instauration d'une civilisation structurée autour d'une logique de la contrariété massive, une logique de contrariété massive du développement de la vie. En elle, des cohortes infinies de travailleuses et de travailleurs sont condamnés à devenir non plus la théorie
d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes, mais l'ombre d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes. La notion d'ombre a été à plusieurs fois déclinée. À la Cacanie scientiste, rêvant de la fin du travail humain, au moyen de la mise en place du processus d'aliénation de corps mécanisés et d'esprits rendus étrangers à eux-mêmes, succède la comélie, donnant à voir l'intensivité paroxystique de l'action humaine sous la figure d'une intensité, condition d'une pleine expérience de la vie, d'un accomplissement de celle-ci. Comilius, son empereur, a décidé de rendre fous ses habitants en faisant passer pour conjoncturel ce qui relève de l'ordre structurel et en travestissant la vie, la confusion de l'intensité avec l'intensivité qui empêche le temps de vivre et d'éprouver, de sentir que l'on vit. En transformant cette crise en institution, en associant ce qu'il entretient à une maladie incurable, un cancer, le chômage assimilé à un cancer, relevant d'un ordre contingent qui excuse par avance l'échec des actions entreprises contre elle. Le chômage est incurable, comme l'est le cancer. Interrompant provisoirement le fil de cette histoire, il me paraît essentiel de souligner le fait que l'accablement est aussi enlisement, ornière de l'action, lit de toutes les évidences dont les exposés présentés durant ces 2 journées ont tenté de mettre en lumière l'artifice tout en proposant des solutions, en tout cas des esquisses d'issues de rupture avec cette logique d'isolement. Ces présentations témoignent en outre d'une qualité rare consistant à chercher à forger nos idées en se laissant affecter par la qualité des phénomènes qui viennent à notre rencontre, si nous savons y prêter l'oreille. La notion d'écoute a été à maintes reprises mise en avant. Le fil directeur, reliant ces idées, combine à mes yeux plusieurs types et niveaux de propositions. Alors, je ne reviendrai pas sur elle, évidemment, beaucoup de choses ont été dites, mais il me semble que la construction du fil rouge de la journée, je serai bref, passe par, premièrement, une déconstruction des représentations du chômage. Et j'insiste sur l'idée de la définition possible du chômage comme manifestation d'un biopouvoir, d'une disciplinarisation des corps, puis d'un contrôle et d'un autocontrôle de ceux-ci, générant une société, accouchant d'une société de la fatigue. Je cite implicitement le philosophe Byung-Chul Han, la société de la fatigue. Le gouvernement des corps au moyen de la production d'un appareil statistique, cela a été dit, faisant du chômage un horizon indépassable des sociétés occidentales. Voilà, alors je suis obligé de passer sur beaucoup de choses que j'avais notées, mais voilà, le chômage, manifestation d'un biopouvoir. Ensuite, il est le produit de la réduction de l'activité à un acte de production et de l'absence de prise en compte et de valorisation des niveaux multiples et complexes de l'activité. Tous les développements sur le genre, sur la multiplicité de nos activités qui ont été produits lors de ces 2 journées, permettent de nourrir, d'instruire cette rubrique. Ensuite, le chômage, ça a été l'objet, cette idée a été l'objet d'une déconstruction très puissante, est une polarité en état d'opposition en trompe-l'œil à l'emploi.
la perméabilité des frontières entre chômage et emploi, la fiction de leur séparation a été mise en évidence. Des mécanismes pathogènes, voire mortifères, analogues, existent dans les deux cas. On peut souffrir d'un burn-out au chômage aussi bien que dans l'emploi. Donc, le chômage est aussi une fiction sociale, dès lors qu'il est séparé de l'emploi. Et la phrase qui est revenue à maintes reprises, le chômeur est un travailleur sans emploi, manifeste cette non-vérité de la dichotomie établie. Alors, il faudrait aussi réfléchir sur le choix de l'appellation, du remplacement de l'appellation de Pôle emploi par France Travail, qui dénonce, qui met le doigt là-dessus, France Travail. Alors, France Travail, France Enrôlement au travail, peut-être, mais plus profondément, il me semble que cette expression pourrait être questionnée du point de vue d'une non-vérité qui n'éprouve même plus la peine de se voiler. Simple hypothèse, hypothèse de travail. Vous savez, en écoutant les unes et les autres, des idées germent, mais je vous propose un peu une réflexion encore à l'état germinatif. Alors, voilà. Ensuite, la figure du chômage artifice, oui, ça c'est très important, dont les taux d'affichage servent à rendre possible son acceptabilité plus qu'en termes de cancer de la société. Et on pourrait le définir, le chômage, comme ce que je serais tenté d'appeler le cœur infarci de la démocratie. Le chômage, vecteur d'isolement, de désolation. La comélie, ne nous y trompons pas, n'est pas une démocratie, mais une dromocratie. De dromo en grec, la vitesse. Le pouvoir de la vitesse qui empêche de jouir du temps, d'éprouver la vie et d'en profiter. Où prévaut, dans cette dromocratie, le culte de la vitesse qui fatigue le cœur. Vivre et travailler prend du temps, celui dont les nouvelles organisations du travail nous dépossèdent, avec lui, du sentiment de soi et de sa dynamique originelle, l'activité. Je reviens là-dessus, elle n'est pas réductible à un acte de production. Et puis, le chômage comme ennemi en trompe-l'œil, que l'on feint de combattre sans se donner les moyens de le vaincre. Enjeu de santé, à la fin, dernière rubrique, l'enjeu de santé, de vie et de mort. Je ne peux continuer à vivre comme ça, était-il dit dans la capsule filmique qui a inauguré cette seconde journée. Le chômage est pensable aussi en termes de traumatisme existentiel. Son incidence sur la santé psychique et sur la mortalité, 2,89% de surmortalité, engage l'individu dans un cercle vicieux, une spirale morbide, voire mortifère, dont les effets sont accrus par les pratiques addictives, mais là c'est compliqué, parce que quel est le rôle de ces pratiques addictives, ça c'est l'ouverture d'un débat. Je terminerai sur l'aboutissement, l'enjeu politique de tout ça, c'est la fabrique de l'impuissance et du découragement, je préférerais dire du décourage, sur fond d'humiliation. Voilà. Alors, ça a été dit.
tous les développements qui ont eu lieu sur la réplique possible inventée par chacune et chacun, le travail de santé, les expériences, les expérimentations, les entreprises à but utile, la territorialisation de la création d'emplois, enfin, toutes ces évocations passionnantes évoquant l'activité d'une société civile inventive, ingénieuse et résistant créativement à cette comédie de l'impuissance orchestrée, organisée. J'y ai trouvé personnellement un des moments les plus réconfortants du colloque, et je souhaiterais terminer sur l'évocation de cette note joyeuse.